Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux nouvelles et contes appelés Boreal Express de Chris Van Allsburg, La Mère Noël de Michel Tournier, Noël à Rio de Blaise Cendrars, À Noël d'Anton Tchekhov et Le Réveillon du colonel Djerkov de Joseph Kessel. La veille de Noël, le narrateur est dans son lit et il tend l'oreille pour essayer d'entendre le bruit des clochettes du traîneau du Père Noël, bien qu'un ami lui ait dit que le Père Noël n'existe pas. Il entend un sifflement de vapeur et il voit un train devant chez lui. Le chef de train lui apprend que le train est le Boreal Express et qu'il va au pôle Nord. Le narrateur entre dans le train. Il y voit plusieurs enfants en tenue de nuit. Le train traverse plusieurs paysages et ils arrivent au pôle Nord. Il y a une grande ville composée d'usines. Il se dirige vers le centre-ville, lieu où se trouvent les elfes et le Père Noël dans son traîneau. Le narrateur est désigné pour être la première personne à aller sur les genoux du Père Noël. Ce dernier lui demande ce qu'il veut comme cadeau. Le narrateur demande une des clochettes du traîneau. Le Père Noël lui en donne une. Ensuite, le Père Noël s'envole dans le ciel avec son traîneau. Les enfants reviennent dans le train. Quand le narrateur cherche la clochette dans la poche de sa robe de chambre, il se rend compte qu'il l'a perdue. Car le train se remet en marche, le narrateur ne peut pas aller la récupérer sur la terre ferme. Le train le ramène chez lui. Le lendemain matin, dans une boîte sous le sapin, le narrateur retrouve la clochette. Quand le narrateur la fait teinter, il remarque que seuls les enfants peuvent entendre ce bruit et non les parents. Les enfants, en grandissant, n'entendent plus ce tintement, mais le narrateur continue de l'entendre. Le village de Pouldrezic connaît des tensions, avec d'un côté les cléricaux et de l'autre les radicaux. Le 24 décembre, il y a en même temps la messe de minuit et l'instituteur qui se déguise en Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants. Quand l'instituteur part en retraite, il est remplacé par Madame Oiselin. On remarque qu'elle se rend à la messe, ce qui signifie qu'elle ne distribuera pas de cadeaux. Pourtant, elle affirme que des cadeaux vont être distribués le 24 au soir. L'étonnement est à son comble lorsque l'on sait que ni le garde champêtre ni le facteur vont jouer le rôle du Père Noël à sa place et qu'elle va prêter son bébé au prêtre pour jouer à l'enfant Jésus. Durant la messe, le bébé se met à crier. La fillette jouant la Sainte Vierge ne parvient pas à le calmer. Un prêtre donne un ordre à un enfant de chœur qui part de l'église. Le Père Noël entre dans l'église, déboutonne sa houppelande et donne le sein au bébé. À Rio, Noël se déroule en plein été austral. Cendrars pense à la question proverbe qui est « L'œil est-il à gauche ou à droite de la main ?» La réponse serait « C'est le papillon ». Cendrars dépeint un papillon bleu qui se trouve dans le jardin suspendu de l'hôtel Gloria à Rio. Le lépidoptère se fait chasser à grands coups de serviette et il va se perdre dans le ciel. La comtesse Starosta est paralytique depuis le naufrage du Principessa Malfada. Elle habite un appartement de l'hôtel Gloria. Elle pense que l'on peut ne pas mourir si on le veut. Elle croit à la métempsychose, qui est une doctrine selon laquelle on peut se choisir une autre âme que nous avons déjà en nous. Comme la chenille qui devient papillon, elle veut subir une autre transformation pour guérir. En 1927, le bateau Principessa Amalfada s'apprêtait à débarquer. À cause d'un trop grand nombre de navires, le bateau a eu un incident et a coulé. Il y a eu beaucoup de morts avant que le bateau coule à cause de la panique, des meurtres, des voleurs et des requins. La comtesse a été une des rares rescapées, mais suite à une agression dans ce bateau, elle est devenue paralytique. Elle pense que sa paralysie est due au froid et pour contrer sa maladie, elle vit à Rio. Le narrateur reçoit une lettre le prévenant de la mort, le jour de Noël, de la comtesse dans un hamac de son appartement. Les témoins du décès n'ont vu aucun miracle prédit par la comtesse. Une autre année, la baronne de la Verrière, qui veut passer Noël à Rio, vient vivre dans l'hôtel Gloria. Elle est accompagnée de son mari que les personnes de l'hôtel prennent pour son chauffeur.
Elle fait tout pour se réchauffer et réchauffer l'hôtel aux grandes dames des autres clients. Elle s'en va la veille de Noël car son médecin lui a dit que l'endroit le plus chaud de la planète se situait à Djibouti. Le narrateur juge le Brésil grâce au proverbe « L'œil est-il à droite ou à gauche de la main ?» À Noël, dans le jardin suspendu de l'hôtel, Sam fait remarquer à Sandra que les gratte-ciels brésiliens n'ont pas de cheminée. Sam s'interroge sur la causalité entre le climat et l'environnement d'un pays sur la littérature du dit pays. Il fait un lien entre la chaleur du pays et le comportement des Brésiliens. Sandra pense aux riches qui habitent les gratte-ciels et qui ne peuvent pas mettre leurs chaussures près de la cheminée faute d'en avoir. Il pense aussi aux pauvres qui en ont une mais qui ne peuvent pas mettre leurs chaussures auprès de la cheminée car ils n'ont pas de chaussures. Sandra apprend la mort de Sam et il dit qu'il n'est pas bon de venir à Rio pour exposer ses idées, mais qu'il suffit de s'y laisser exister. Depuis son mariage avec Andrei et son départ pour Saint-Pétersbourg, Efimia n'a écrit que 2 lettres à sa mère Vassilicia qui aimerait avoir des nouvelles fraîches de sa fille. Ne sachant pas écrire, elle se rend à Noël chez Yegor pour qu'il lui écrive une lettre contre de l'argent. Yegor lui demande quoi écrire. Vassilicia a des idées mais elle est rapidement en panne d'inspiration. Yegor se met à écrire des extraits d'un règlement militaire car le mari de Efimia est un ancien militaire. Vassilicia n'arrive pas à trouver les mots pour dire ses soucis d'argent et le prochain décès du père. Yegor propose de parler des petits-enfants, mais Vassilicia ne sait pas si sa fille en a. Le lendemain, Vassilicia se rend jusqu'à la gare qui se situe à un peu plus de 11 km pour pouvoir poster la lettre. Le mari travaille comme portier dans un établissement hydrothérapique. Le facteur lui apporte une lettre qui arrive au Nouvel An. Il donne la lettre à sa femme qui a maintenant 3 enfants. Cette lettre émeut Efimia et elle se rappelle de sa vie dans ce village. Le mari se souvient que sa femme lui avait confié quelques lettres à envoyer à ses parents, mais qu'il les a oubliées et perdues. Efimia n'ose dire quelque chose et elle s'arrête de pleurer quand son mari revient car elle en a peur. Le colonel Jerkov quitte la librairie dans laquelle il travaille et gagne peu d'argent. Il est plein de lassitude provenant de ses déboires de sa vie. Il a prévu de passer à l'épicerie avant de rentrer chez lui, de dîner et de se coucher. À l'épicerie, il rencontre des personnes qui, pour le réveillon, font de meilleurs achats qu'à l'ordinaire. Ce constat le rend encore plus las. Il revient chez lui, mange, mais il ne parvient pas à se coucher. Il tient d'une malle 2 billets de 100 francs, qui sont ses économies en cas de coup dur. Il se rend à Montmartre. Il va dans un restaurant. L'orchestre et l'agitation, au lieu de lui faire oublier son passé, le ravivent. Il se souvient que lorsqu'il était en Russie, il a rencontré dans une troupe de tziganes musiciens un chanteur qui se distinguait des autres et qui s'appelait Mitka la Canaille. Le colonel se rend compte que le réveillon qu'il est en train de vivre n'est rien comparé à ce réveillon qu'il a connu jadis. Il donne tout ce qui lui reste d'argent au garçon pour qu'il lui donne un champagne de meilleure qualité. Une troupe de tziganes arrive et joue de la musique et chante. Le colonel oublie alors tous ses malheurs. Quand la troupe passe pour la quête, le colonel n'a plus d'argent à donner. Il reconnaît Mitka. Ce dernier l'invite à rester jusqu'à la fin de la fête et il lui chante ses chansons préférées.